Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match entre le Real Betis et le FC Barcelone, mais également de l'actualité du Barça. Avant de commencer la vidéo, petit instant partenariat, puisque mon partenaire maillot m'a envoyé de nouveaux maillots, je vous les montre à l'image. Comme vous pouvez le voir, c'est des maillots anciens, donc des maillots rétro. Et il y a quelques semaines, j'avais reçu des maillots du FC Barcelone de cette saison, voire d'autres saisons précédentes. Comme vous pouvez le voir à l'image, c'est des maillots très qualitatifs. Donc si vous voulez vous faire plaisir, je vous mets toutes les informations dans la description. Donc le site internet, évidemment, un petit code promo de moins 15% en utilisant le code promo Barça. Donc je vais tout mettre dans la description. Le code promo, vous devez l'utiliser comme ça, hein, c'est-à-dire lorsque vous allez acheter le produit, vous mettez Barça et normalement vous allez avoir une promotion de 15%. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai pris un maillot de Rivaldo du Barça, mais j'ai également voulu me faire plaisir en prenant un maillot de Cantona de Manchester United, de Thierry Henry lorsqu'il était à Arsenal, le fameux maillot de 2006, et également le maillot de Diego Armando Maradona de l'Argentine avant la première Coupe du Monde gagnée. Donc toutes les informations sont dans la description. J'en profite pour remercier mon partenaire qui est là déjà depuis quelques mois. Et évidemment, si vous avez des questions concernant la qualité ou encore des commandes que vous avez fait, vous pouvez venir me voir sur Instagram, je vais répondre avec plaisir à vos questions. De manière habituelle, on va commencer par parler de l'actualité du Barça. Et évidemment, l'événement le plus important pour le futur du FC Barcelone aura lieu à peu près lors du mois de janvier. C'est les prochaines élections présidentielles, avec une nouvelle information qui est arrivée depuis quelques jours avec la candidature du probable plus grand président de l'histoire du FC Barcelone, Joan Laporta. On a même appris qu'il y avait eu des discussions entre lui-même et Victor Font, autre candidat cruyffista à la présidentielle, pour un éventuel accord pour aller aux élections ensemble. Finalement, l'accord n'a jamais été trouvé entre les deux. Question d'ego probablement. Il y en a un qui prépare son projet déjà depuis à peu près 2015 et l'autre qui a quand même une certaine renommée, une certaine stature, qui est un ex-président du Barça et qui ne se voyait probablement pas être le second d'un autre candidat. Concernant Joan Laporta, on sait qu'il travaille avec Mateu Alemany, un ancien dirigeant du football espagnol, notamment de Valence dernièrement, mais qu'il connaît déjà depuis de longues années. On sait qu'il est très proche de Pini Zahavi, qui a notamment le contrôle du joueur David Alaba ou encore Mino Raiola, qui lui a la gestion de nombreux top talents, je pense à Erling Haaland ou encore De Ligt. On sait que ces dernières heures, il y a eu des tractations entre le clan de Jürgen Klopp et Joan Laporta. Attention, rien n'est fait, juste des discussions. En tout cas, selon les journalistes très fiables catalans, Joan Laporta prépare son projet déjà depuis quelques mois. Il n'y a pas non plus des noms qui ont fuité, des noms très connus à part Alemany, tandis que du côté de Victor Font, on sait qu'il y a Puyol, Jordi Cruyff et Xavi Hernandez qui lui soutiennent le projet, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a également Joan Villa et d'autres acteurs du FC Barcelone, Air Laporta, Air Guardiola, etc. En tout cas, j'ai hâte de suivre ces élections parce que le Barça a vraiment besoin d'un président pour baisser les salaires, pour baisser les dépenses et augmenter les revenus à terme, parce que sinon, évidemment, ton équipe, elle ne sera plus aussi compétitive qu'elle l'a été durant de longues années. Et à cause du président de la direction intérimaire qui est Carles Tusquets, on risque d'attendre encore jusqu'au mois de janvier pour avoir des élections. Et encore, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec le Covid-19, des restrictions sanitaires, etc. Enfin bref, je vais continuer à vous relayer toutes les informations concernant les prochaines élections durant les prochaines semaines. Maintenant, parlons du match entre le Real Betis et le FC Barcelone qui aura lieu ce samedi à 16h15 au Camp Nou. Donc match très important pour le Barça qui a enchaîné les mauvais résultats en championnat, que ce soit la défaite à Getafe, la défaite lors du Classico ou encore le match nul à Alaves. Le Barça ne rassure pas du tout dans le jeu et a même décliné selon moi depuis le match contre Villarreal ou encore le Celta Vigo. On a l'impression que plus le temps avance, plus le Barça est très irrégulier sur 90 minutes, avec un ballon qui est largement moins dominé par l'équipe, le milieu de terrain n'étant pas dominant. Évidemment, il y a énormément de problèmes dans le jeu, peu d'efficacité devant les buts. En face, tu as certes le Real Betis qui a plutôt bien commencé le championnat d'Espagne, même si on remarque que lors des derniers résultats, ils ont plutôt été bons contre les petites équipes, mais qu'ils ont perdu contre les grosses équipes. Je pense à la défaite contre le Real, contre la Real Sociedad notamment. Sur cette confrontation, on se rend compte que lors des 10 derniers matchs, le Barça est largement dominant, avec une seule défaite, le 4-3 au Camp Nou il y a quelques années, sous Quique Setién d'ailleurs pour le Real Betis. Sinon, on constate qu'il y a toujours énormément de buts lors d'un match Real Betis-Barça. Évidemment, le Real Betis s'inspire d'une certaine manière du Barça en défendant très haut. Ils essaient de créer du jeu, mais évidemment, tu laisses énormément d'espace derrière toi et les adversaires peuvent en profiter. Côté FC Barcelone, il ne faut pas oublier que c'est le dernier match avant la trêve internationale. Il y aura énormément de joueurs qui vont rejoindre leur sélection, que ce soit Messi qui va rejoindre l'Argentine, les internationaux européens qui, eux, vont jouer la Ligue des Nations ou encore des matchs amicaux, je ne sais pas quoi. Je suis assez perdu à ce niveau-là. Et évidemment, cela implique moins de repos
repos pour ces joueurs qui vont enchaîner et enchaîner encore des matchs. On sait que Ronald Koeman, lui, a quasiment fait jamais tourner lors des matchs de Liga, même en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, au vu du classement du FC Barcelone, il est essentiel de mettre la meilleure équipe, d'être compétitif et d'essayer de gagner absolument. On remarque quand même assez que plus le temps avance, plus Ronald Koeman a du mal à remotiver cette équipe, à créer une équipe compacte, très intéressante, qui domine le ballon. Après, je sais que Ronald Koeman voulait apporter plus de verticalité. Je pense qu'il a largement de la chance qu'il y ait eu comme entraîneur avant lui Valverde ou encore Quique Setién, parce que s'il avait apporté ce qu'il apporte actuellement il y a quelques années, les supporters n'auraient jamais accepté. Quand on regarde le dernier match contre le Dynamo Kiev par exemple, on voit que c'est beaucoup trop axial. Et on l'a déjà dit à maintes et maintes reprises, les ailes c'est très important, c'est un problème qu'on a déjà depuis quelques années. Le côté droit est largement abandonné au niveau offensif. Alors oui, Serginho Dest a la qualité que Sergi Roberto n'a pas, c'est-à-dire au niveau des centres, il apporte énormément offensivement. On l'a vu contre le Dynamo, il a créé 2 situations, mais le problème de l'ailier droit est quand même assez considérable. Lors du match contre le Dynamo Kiev, on voyait un Messi qui était largement central alors qu'il avait commencé à droite, qui est plutôt logique. On a bien compris que Lionel Messi c'était un joueur libre, qu'il allait laisser son côté droit. Mais alors il faut placer un ailier droit à sa place. Et quand tu vois qu'Antoine Griezmann c'est pas un vrai ailier droit, tu es quand même dans une situation compliquée. Par moment, on voyait que c'était Pedri. Et Pedri, lui, son poste privilégié, c'est sur le côté gauche, soit comme faux ailier qui rentre, ou encore comme un relayeur gauche. Donc le mettre sur le côté droit, on l'a vu lors du Classico, c'est pas un bon choix. On a quand même vu que contre la Juventus de Turin, lors du match de Ligue des Champions, ce qui avait marché, c'est d'avoir placé un vrai ailier sur le côté droit. C'était Ousmane Dembélé. Oui, même si ça n'avait pas été parfait, l'apport d'ailier sur les côtés, c'est essentiel pour élargir au maximum possible le bloc adverse. On l'a vu, on a galéré contre le FC Séville qui était quand même assez bas sur le terrain. On a galéré contre Alaves, contre Retafe et également contre le Dynamo Kiev. Après, on peut également se demander pourquoi le Barça est aussi peu efficace cette saison. Le Barça tire en effet énormément au but et on crée quand même plutôt des situations dangereuses lors des matchs, mais on marque pas de but. Alors on n'a pas de numéro 9, ça peut s'expliquer par cela également. On voit souvent un Lionel Messi qui est dans l'axe, qui fait face à un bloc très resserré devant lui, il y a au moins 3-4 joueurs face à lui dans un petit espace, donc c'est très compliqué de passer. On sait que lui c'est un joueur qui est typiquement à l'aise quand il y a un numéro 9 devant lui, qui va jouer le pivot comme le faisait Luis Suarez. L'année dernière, lorsque tu avais pas Suarez, c'était Arturo Vidal qui jouait parfois ce rôle. Je me rappelle d'un match contre le Real Betis à l'extérieur où le rôle de Vidal c'était vraiment de jouer comme le pivot. Et aujourd'hui, Lionel Messi, il a clairement besoin de cela dans l'équipe et on n'a pas de joueurs qui vont le faire. Le Barça actuellement qui est en difficulté financière veut signer éventuellement un joueur comme Memphis Depay. On peut quand même se poser des questions sur le profil de Memphis. Memphis Depay, est-ce que c'est un joueur qui peut jouer en pivot? Franchement, moi je me posais la question. N'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires. Après, Messi, il a de la chance qu'on soit en 4-2-3-1, c'est-à-dire que s'il joue placé comme numéro 10, puisque normalement il y a des vrais ailiers, notamment sur le côté droit, il devrait y avoir de la présence, donc le côté droit ne serait pas abandonné. Par contre, si on passe en 4-3-3, si Messi tu le fais jouer comme ailier droit, le côté droit, logiquement à terme il va être abandonné parce que c'est un joueur qui va se promener partout sur le terrain, donc éventuellement tu vas le placer comme faux numéro 9, ça peut être quand même assez compliqué parce que Lionel Messi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a besoin d'un joueur devant lui, un joueur référent qui va s'occuper des défenseurs centraux, qui va créer de l'espace. Donc franchement, je ne sais pas quoi faire avec le placement de Lionel Messi. Est-ce qu'on doit rester en 4-2-3-1 et le mettre en 10 ou passer en 4-3-3 et le mettre en faux numéro 9, quitte à ne pas maximiser ses qualités? N'hésitez pas à répondre en commentaire. Enfin bref, maintenant on va passer sur le 11 que personnellement je mettrais contre le Real Betis. Alors je vous l'ai dit, c'est un match essentiel, il faut absolument gagner. Il y a des absents du côté du Barça, Coutinho, encore Umtiti sont absents. Normalement le 11 que personnellement j'aimerais voir au but, Marc-André Ter Stegen qui est quand même un joueur exceptionnel. Sur les côtés, Serginho Dest à droite, pour moi ça bouge pas, même si je pense qu'il va mettre Sergi Roberto. À gauche, Jordi Alba, malheureusement c'est le seul latéral gauche qu'on a de niveau, même s'il a énormément de problèmes. Défense centrale, Clément Lenglet et Gérard Piqué. Ensuite, double pivot, Pjanic, Frenkie de Jong. Sur le côté gauche, Ansu Fati en numéro 10, Lionel Messi. À droite, Ousmane Dembélé. Et en faux numéro 9, Antoine Griezmann. Pour moi, c'est le 11 le moins mauvais au niveau de l'effectif qu'on peut avoir, même si j'aurais évidemment voulu qu'on passe en 4-3-3 avec un Riqui Puig qui pourrait jouer comme relayeur. Je sais également pertinemment qu'on a énormément de soucis au niveau de la défense centrale, mais regardez l'effectif disponible. C'est très compliqué de trouver une défense centrale cohérente. Pareil pour le milieu de terrain, même si Pjanic pour moi c'est quand même un joueur indiscutable. Et au niveau de l'attaque, on n'a pas énormément de certitude, à part un Ansu Fati qui performe à haut niveau à quasiment chaque match. Les autres sont plutôt irréguliers. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires le pronostic pour ce match que vous faites, votre 11 favori. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. La semaine prochaine, il y aura des vidéos qui vont sortir, des vidéos plutôt intéressantes. Vous allez apprendre énormément de choses sur le FC Barcelone. Donc je compte sur vous durant la trêve pour regarder ces vidéos. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.